Bah oui, mais écoute, Valentin, je t'avais dit, on ne dit pas Free Palestine, il y a une loi. Il y a une loi maintenant, la loi Yadan, c'est interdit, ok? Alors voilà, t'es un criminel, bah tant pis pour toi. Allez. Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le mardi 20 janvier et une loi particulièrement dangereuse est arrivée en commission des lois aujourd'hui. Il s'agit de celle de la députée Renaissance Caroline Yadan qui viserait à, je cite, lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme. Alors ça, c'est la respectable devanture, mais quand on jette un œil dans le détail, il y a quand même de quoi déchanter. En réalité, cette proposition de loi menace directement les libertés publiques, notamment la liberté d'expression, mais aussi celle de la pensée et de la presse, au motif de lutter contre la montée de l'antisémitisme en France. Ce texte vise surtout, en réalité, à brider toute critique de la politique du gouvernement d'Israël et à criminaliser un peu plus encore la solidarité avec le peuple palestinien. On fait le point. Alors commençons par le début et l'exposé des motifs, c'est comme ça que ça s'appelle, qui s'appuie sur des données chiffrées démontrant une recrudescence de l'antisémitisme depuis le 7 octobre 2023. C'est juste après ça que ça commence à se gâter. On peut lire, je cite, « Aujourd'hui, la haine anti-juive dans notre pays se nourrit de la haine obsessionnelle à l'égard d'Israël, régulièrement délégitimée dans son existence et criminalisée. » Alors attention, c'est à partir de ce moment-là que démarre la pente très glissante de la confusion entre l'antisémitisme et l'antisionisme. Pour les auteurs de ce texte, des macronistes, on le rappelle, c'est simple, si on n'aime pas Israël, on n'aime pas les Juifs. Je cite encore l'exposé des motifs. Cette haine de l'État d'Israël est consubstantielle à la haine des Juifs. L'appel à la destruction de cet État, parce qu'il forme un collectif de citoyens juifs, est une manière détournée de s'attaquer à la communauté juive dans son ensemble. Alors on rappelle quand même que la Cour européenne des droits de l'homme a déjà tranché la question et qu'elle distingue clairement la critique d'un État des discours de haine ou d'incitation à la violence. Ça n'a rien à voir. Alors heureusement, le droit européen existe encore pour rappeler que la pensée critique n'est pas un délit, quand bien même elle dérangerait. Et au passage, toujours dans l'exposé des motifs, on apprend qu'il existerait même un antisémitisme géopolitique. Alors on ne sait pas vraiment ce que ça désigne très clairement, mais ça serait fomenté par des esprits extrêmes. Plus c'est flou, mieux ça passe, et surtout quand on désigne les ennemis à l'avance. Autre problème, le cœur de cette proposition de loi s'appuie sur la définition dite opérationnelle de l'antisémitisme proposée par l'IHRA. Mais cette définition est loin de faire consensus, aussi bien chez les universitaires spécialistes que dans les instances onusiennes, par exemple. Et en cause, ce sont les exemples utilisés pour illustrer cette définition. Sur les 11 proposés, 7 n'auraient rien à voir avec l'antisémitisme et relèvent simplement de la critique politique de l'État d'Israël. Il semblerait qu'il y ait donc un léger biais dans la matrice. Et cette proposition de loi se base sur 4 articles. Le premier vise à élargir le champ du délit d'apologie du terrorisme. On ne s'en tiendrait plus à une glorification explicite d'actes terroristes, avec donc des propos directs, mais on irait jusqu'à des propos qualifiés de provocation indirecte. Cette loi propose également de sanctionner toute relativisation, banalisation ou contextualisation d'actes terroristes. Encore une fois, c'est flou, donc dangereux. Avec de telles dispositions, c'est la porte ouverte à la criminalisation de toute voix critique, qu'elle soit politique, historique, mais aussi et surtout académique, journalistique, militante, évidemment. C'est une réelle menace. Dans cet article premier, on peut aussi lire que le fait de présenter, je cite, des actes terroristes comme une légitime résistance serait sanctionné pénalement. Alors là, c'est le seul moment où le brouillard se dissipe enfin et où on comprend très bien qui est visé. Encore une fois, cette extension du délit d'apologie du terrorisme menace tant les journalistes que les chercheurs que les militants qui auraient l'outrecuidance de contextualiser des conflits armés
d'analyser la violence coloniale ou encore d'évoquer le droit des peuples à la résistance. Et donc, il pourrait être taxé de minorer ou de relativiser des actes terroristes. C'est évidemment inacceptable et très dangereux. Article 2. Alors, cette fois, la proposition est de créer un nouveau délit punissant le fait de provoquer à la destruction ou à la négation d'un État. Alors, c'est quand même 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Jusqu'à preuve du contraire, il est déjà de toute façon interdit d'appeler à la destruction violente d'un État. C'est couvert par des délits tels que l'incitation à la violence, l'apologie des crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité, par exemple. Mais il n'existait pas encore de sanctions pour la négation d'un État. Surtout que là encore, c'est très flou. Si on suit le raisonnement, il aurait donc été interdit de souhaiter la chute de l'URSS ou la réunification de l'Allemagne. Doit-on comprendre que si la France reconnaît un État ou non, tout bon Français doit également le reconnaître ou non? Nous n'avons plus visiblement de libre arbitre ou de possibilité de débattre ou de critiquer. C'est le gouvernement qui décide. Par ailleurs, aucun État n'a le droit à une protection pénale contre la critique politique. Ça n'existe pas et puis ce serait trop simple. Passons sur l'article 3 qui vise quant à lui à élargir les conditions pour que les associations antiracistes puissent se porter partie civile ou engager des poursuites. Et on vient à l'article 4 qui vise à nouveau à étendre un délit existant. C'est celui de la contestation de la Shoah. Il ajoute la notion de relativisation et notamment par comparaison, analogie ou rapprochement. Et comme à chaque fois, dans cette loi, tout y passe, même les propos, je cite, déguisés, insinués ou encore sous forme dubitative. Alors décidément, c'est la foire à l'interprétation, cette proposition de loi. Il est évident que toute banalisation ou négation du génocide juif doit être combattue sans concession, ça ne fait aucun débat. En revanche, assimiler de façon automatique ces comparaisons à du négationnisme, cela revient à empêcher, une fois de plus, toute analyse critique. Derrière tout ça, c'est en fait la comparaison d'Israël avec le régime nazi qui est visée. C'est d'ailleurs dit explicitement dans l'exposé des motifs. Ce serait, je cite, une banalisation outrancière de la Shoah. Mais évidemment, c'est la même chose si l'on compare les agissements d'Israël avec le régime d'apartheid en Afrique du Sud, par exemple. Cette fois, après l'interdiction de la critique de l'État d'Israël, on comprend bien que c'est une façon d'interdire les critiques concernant la politique menée par le gouvernement israélien. Alors l'arsenal est finalement complet. La semaine dernière, nous avons reçu Gabriel, c'est un militant de Tzedek, un collectif de juifs décoloniaux. Pour lui, cette loi vise à sanctuariser l'État d'Israël. On l'écoute. Grosso modo, c'est une loi qui vise à criminaliser les mobilisations pour la Palestine, puisque en fait, avec ce genre de dispositif, on ne sait pas vrai. Enfin, tout ce qui peut être rapporté plus ou moins indirectement à des groupes terroristes ou à de la résistance armée pourra être criminalisé. Donc demain, par exemple, quelqu'un qui dit Free Palestine en manifestation pourra être poursuivi au regard de cette loi. Toute personne qui dénonce la colonisation en Palestine également. Il faut savoir aussi que cette loi, elle criminalise les comparaisons, les relativisations de la Shoah, notamment dans les comparaisons qui sont faites entre Israël et des régimes d'apartheid ou le régime nazi. Et en fait, c'est une proposition de loi du coup qui vise à sanctuariser un peu sanctuariser l'État d'Israël et d'éviter en fait toute dénonciation de ces crimes. On rappelle quand même à toutes fins utiles que ce texte, aussi bancal et inquiétant pour les libertés individuelles soit-il, a été signé par une myriade de députés. Évidemment, le groupe macroniste en tête, mais pas seulement. On retrouve leurs alliés habituels, notamment quelques républicains, mais aussi des socialistes. On peut notamment apercevoir les signatures de François Hollande ou encore Jérôme Guedj dans la longue liste. Alors on l'a dit, cette loi inquiète les ONG, certains collectifs militants ou même les juristes, mais pas seulement. La proposition de loi Yadan est également passée entre les mains du Conseil d'État qui a émis quelques réserves à son tour.
Comme tout le monde, ce dernier ne conteste ni la réalité ni la gravité de l'antisémitisme en France. En revanche, il dénonce une proposition de loi trop floue, redondante et mal écrite globalement. Sur l'apologie du terrorisme, la législation existe déjà selon le Conseil. En rajouter ne sert à rien, sinon à fragiliser l'existant. Sur le délit de provocation à la destruction d'un État, là, l'alerte est encore plus franche. La notion est juridiquement imprécise, dit le Conseil, et la frontière est brouillée avec la critique politique. Pour le Conseil, il existerait même un risque constitutionnel majeur. Bref, sous couvert de lutter contre la haine, ce texte fabrique de l'arbitraire et menace l'état de droit. Pire encore, il n'aura finalement aucun effet sur la lutte contre l'antisémitisme. En revanche, il fait parfaitement les affaires de Benyamin Netanyahou et de son gouvernement, dont la critique serait, en cas d'adoption, rendue encore plus difficile et risquée qu'à l'heure actuelle. Cette loi portée par Caroline Yadan est un danger. Elle frappe la liberté d'expression, la liberté d'opinion, muselle le débat public et menace même jusqu'à la recherche académique en criminalisant toute forme de critique d'Israël. Et le plus frappant, c'est que tout ça ne vient pas du Rassemblement national, qui cherche toujours à faire oublier ses origines collabo, mais bien du groupe Renaissance, le parti de gouvernement. Quelques rappels salvateurs: on ne défend pas la République en affaiblissant l'état de droit et on ne protège aucune communauté en interdisant la pensée critique. Mais comment ça, vous n'êtes pas encore sur le canal de discussion du récap ? Quelle indignité! Alors si vous avez envie de poursuivre la discussion, d'évoquer l'actualité, de connaître les coulisses de l'émission ou même de choisir et de proposer les sujets, je vous attends sur Instagram. Le lien est dans la barre d'infos. Vous n'avez qu'à cliquer. Et puis vous le savez, sans vous et sans votre soutien, pas de récap et pas de médias. Depuis plus de 8 ans, on tient bon en indépendant, dans un paysage audiovisuel toujours plus concentré et réactionnaire. Chaque jour, nos plus de 25 travailleurs et travailleuses mènent la bataille de l'info. Mais pour tenir, nous avons besoin de vous. Notre antenne, notre histoire, c'est vous qui la faites vivre. Alors si vous le pouvez, aidez-nous à continuer à vous informer, à créer un paysage audiovisuel plus juste, plus social et plus solidaire. Abonnez-vous aux médias ou faites un don. Toutes les infos sont sur notre site internet. Grâce à vous, le combat peut continuer. Et après le recours à l'article 49.3, on le sait, le PS ne censurera pas le gouvernement. C'est ce qu'il a annoncé ce matin à l'issue d'une réunion de groupe. Le Parti socialiste explique cette décision par les dernières négociations. Il avait posé 2 conditions à la non-censure: la transparence de la copie budgétaire et que les économies ne soient pas faites sur le dos des Français. 2 conditions qui seraient visiblement remplies. Donc, grâce à vous, Sébastien Lecornu va pouvoir se maintenir. L'étape d'après, c'est quoi? C'est faire partie de la majorité, rentrer au gouvernement. En fait, c'est vous le nouveau Premier ministre, non, Olivier Faure? Vous êtes sympa, mais enfin, la réalité, c'est que je ne le suis pas et que ce budget n'est pas le mien. Simplement, vous connaissez la situation, nous n'avons pas de majorité absolue pour quiconque depuis la dissolution. Et je ne vais pas reprendre l'édito de Patrick Cohen pour expliquer ce qui se passe, mais enfin, la réalité, c'est ça. C'est que quand personne n'a de majorité, il faut un changement culturel. Ce changement culturel, c'est d'accepter de négocier, y compris avec des gens qui vous font face. Moi, je ne suis pas devenu macroniste, le Premier ministre n'est pas devenu socialiste, mais il y avait la nécessité pour les uns et pour les autres de composer avec une majorité. Revirement donc pour Sébastien Lecornu, comme pour le Parti socialiste. Le premier avait promis de renoncer au 49.3, le second avait fait de la non-utilisation de cet outil la condition de la non-censure du gouvernement. De leur côté, la France insoumise, les communistes, les écologistes et le Rassemblement national ont d'ores et déjà annoncé qu'ils voteraient la censure. Christine Arrigui, députée écologiste et secrétaire de la Commission des finances, nous en parlait hier soir dans l'émission Toujours debout. L'annonce qui vient d'être faite, c'est un échec patent du gouvernement Lecornu. C'est donc un aveu non seulement de faiblesse, mais que les propos qui ont été tenus en juillet 2024 à l'issue de la dissolution et donc des nouvelles élections, en fait, n'a aucune valeur et ne tient pas. Le gouvernement ne sait pas et ne peut pas construire de compromis, tant il est écartelé au sein de sa
son propre socle commun. On l'a vu avec des votes complètement différents entre, évidemment, DR, Horizon et EPR votant lui-même contre des amendements ou contre des décisions qui avaient été prises dans le cadre du projet de loi de finances. Et donc, on voit bien qu'en aucune façon, ce gouvernement n'est légitime. Et c'est véritablement un aveu, non pas de faiblesse, mais carrément un aveu d'échec. Et l'examen des motions de censure aura lieu vendredi matin. 5 jours après la mort d'un homme en garde à vue à Paris, le parquet annonce l'ouverture d'une information judiciaire pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné la mort. Les faits remontent au mercredi 15 janvier. Ce soir-là, El Hassen Diarra, un Mauritanien de 35 ans, hébergé dans un foyer de travailleurs migrants, est interpellé dans la rue par des policiers. Il raconte l'avoir vu rouler un joint de cannabis, l'avoir interpellé après son refus de se soumettre à une palpation, puis l'avoir emmené dans un commissariat du 20e arrondissement. C'est là qu'il est mort d'un arrêt cardio-respiratoire un peu après minuit. Depuis, une vidéo filmée par un voisin au moment de l'interpellation circule sur les réseaux sociaux. On y voit les policiers porter 2 coups de poing à El Hassen Diarra alors qu'il est au sol. Après le visionnage de ces images très violentes, ses proches portent plainte pour violence volontaire ayant entraîné la mort. L'avocat de la famille, Yassine Bouzrou, explique des policiers qui frappent un homme au sol, qui mettent leur poids sur cet homme, et on entend cet homme au sol en train de supplier et dire aux policiers « vous m'étranglez ». Et on apprend par la suite que cet homme est décédé, donc comprenez que la famille souhaite que les investigations soient réalisées. D'après les policiers, pendant son interpellation, El Hassen Diarra a chuté au sol en entraînant 2 agents avec lui. Mais rien ne permet de vérifier cette version. Il n'y avait évidemment pas de vidéosurveillance dans la rue. Et les agents indiquent que leur caméra piéton n'avait plus de batterie. Le parquet de Paris lance un appel à témoins pour tenter de reconstituer les faits. Dimanche, des centaines de personnes se sont réunies dans le 20e arrondissement de Paris pour réclamer la vérité sur cette mort et dénoncer la saisine tardive d'un juge d'instruction. De nouvelles analyses doivent être réalisées par le légiste pour déterminer avec certitude les causes de la mort. Un conseil de la paix pour concurrencer l'ONU, c'est le nouveau projet de Donald Trump. Il explique vouloir œuvrer à la résolution des conflits dans le monde. Depuis ce week-end, plusieurs pays indiquent avoir reçu une invitation à rejoindre cette instance. La France, l'Allemagne, le Canada, l'Italie, le Brésil, le Maroc ou encore la Russie ou la Chine. Alors il faudrait au moins 3 membres pour que la charte du Conseil de la paix entre en vigueur. Et Donald Trump réclame au pays un droit d'entrée d'1 milliard de dollars pour un siège permanent. D'après cette charte, Trump serait le premier président de cette instance. Il s'accorde lui-même de nombreux pouvoirs, évidemment. Les décisions seraient soumises à son approbation. Il serait le seul en mesure d'inviter d'autres chefs d'État et de gouvernement à le rejoindre. Le seul aussi à pouvoir révoquer leur participation, sauf si les 2/3 des États membres opposent leur veto. Et son mandat pourrait bien durer à vie. Il est libre de se désigner un successeur à tout moment et ne peut être remplacé que s'il démissionne volontairement ou si son incapacité est constatée par le Conseil exécutif, qu'il aura donc lui-même formé. Un moyen pour Donald Trump de privatiser l'ordre international et de concurrencer l'ONU. Début janvier, les États-Unis se sont retirés de 66 organisations internationales qui, je cite, ne servent plus les intérêts américains. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a annoncé que la France ne comptait pas donner suite favorable à ce stade. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et n'oubliez pas que l'indépendance a un coût. Alors si vous avez envie et la possibilité de nous donner un coup de pouce, n'hésitez pas à vous abonner aux médias ou à faire un don sur notre site internet. Et vous pouvez aussi, c'est gratuit, parler de nous autour de vous, nous suivre et nous partager sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, en attendant la TNT, retrouvez-nous sur nos 2 chaînes YouTube, Le Média et Le Média 24/7 pour ne rien rater de nos programmes. Très bonne soirée sur Le Média.